Il existe un immense espace caché à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, où aucun être humain n'est jamais entré. Cette cavité mesure environ 30 mètres de long et se situe au-dessus de ce que l'on appelle la Grande Galerie. Son existence a été identifiée grâce à l'utilisation des muons, des particules issues des rayons cosmiques capables de traverser d'énormes masses de pierre. 3 groupes de chercheurs indépendants sont parvenus au même résultat, confirmant que ce vide existe réellement. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il contient. Peut-être existe-t-il une chambre. Peut-être n'y a-t-il absolument rien. Malgré tout, les autorités égyptiennes ont déjà annoncé des projets visant à explorer cet espace mystérieux. Gardez cette information en tête, car nous y reviendrons à la fin de ce voyage. L'Égypte figure parmi les pays les plus explorés archéologiquement de la planète. Depuis environ 2 siècles, des archéologues égyptiens et des missions internationales retirent des tonnes de sable du désert à la recherche de vestiges du passé. Cela a créé une impression très répandue selon laquelle presque tout ce qui pouvait être trouvé l'a déjà été, comme si l'archéologie égyptienne était un domaine clos, réservé aux musées. Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Surtout au cours des 2 dernières décennies, et avec une intensité encore plus grande ces dernières années, une succession de découvertes a complètement transformé ce que nous pensions connaître. On a localisé la tombe originelle d'un pharaon disparu depuis des millénaires. On a trouvé la plus grande brasserie du monde antique. Des scientifiques ont reconstitué le génome complet d'un homme ayant vécu à l'époque où les grandes pyramides étaient encore en construction. Un ancien bras du Nil, perdu depuis des milliers d'années, a de nouveau été identifié. De plus, des couloirs scellés pendant 4500 ans ont enfin été révélés. Tout ce que vous allez découvrir correspond à 25 découvertes archéologiques réelles, dûment étudiées et publiées par des chercheurs. Aucune d'elles ne repose sur des théories du complot, des civilisations perdues ou des visiteurs extraterrestres. Curieusement, la réalité a révélé des faits bien plus surprenants que n'importe quelle fiction n'aurait pu l'imaginer. Commençons. Numéro 1. La tombe aux couleurs préservées de Saqqara. À la fin de l'année 2018, des archéologues égyptiens menèrent des fouilles dans une zone sableuse de la vaste nécropole de Saqqara, située au sud du Caire. Le site abrite la célèbre pyramide à degrés construite pour le pharaon Djoser, considérée comme la plus ancienne structure monumentale en pierre jamais érigée par l'humanité. Après des siècles de recherche sur ce site archéologique, toute nouvelle fouille est généralement entourée d'attentes modérées. Mais cette fois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les chercheurs ont trouvé une chapelle funéraire pratiquement intacte, datée d'environ 4400 ans. Le détail le plus impressionnant était l'état de conservation des peintures. Des tons intenses de bleu, de vert, de rouge et de noir restaient vifs sur les murs, comme s'ils avaient été appliqués peu de temps auparavant, malgré plus de 40 siècles écoulés. La tombe appartenait à Wattier, prêtre chargé des rituels de purification de la cour sous le règne de Néferir-Karé, membre de la 5e dynastie. Les murs relatent des moments du quotidien de sa famille, des scènes de production de vin, des activités de chasse, des voyages en bateau, la fonte des métaux et diverses tâches liées à la vie de cette époque. Sur le sol de la chapelle furent identifiés 5 puits funéraires, dont 4 restaient complètement scellés au moment de leur découverte. L'explication de la préservation quasi parfaite des peintures est simple, mais tout aussi révélatrice. Peu de temps après sa construction, la chapelle a fini par être ensevelie sous le sable, restant isolée de la lumière du soleil, de l'humidité et du contact avec l'air pendant environ 44 siècles. Durant tout ce temps, personne n'est entré dans cet espace. Cette découverte montre que Saqqara, bien qu'étant l'un des sites archéologiques les plus étudiés de la planète, continue de dissimuler des monuments extraordinaires à quelques mètres seulement des zones visitées quotidiennement par les touristes. Numéro 2. L'atelier de momification et la formule redécouverte.
Toujours à Saqqara, des archéologues égyptiens et allemands ont fait une découverte permettant d'observer un aspect peu connu de l'Égypte ancienne, le lieu où les corps étaient préparés avant l'inhumation. Au lieu d'un temple ou d'une tombe, l'équipe a trouvé un véritable atelier d'embaumement. L'espace conservait des plans de travail, des canaux destinés à l'évacuation des liquides et un profond puits vertical menant à plusieurs chambres souterraines remplies de vases en céramique. L'élément le plus précieux n'était pas la construction elle-même, mais le contenu de ces récipients. Beaucoup d'entre eux portaient encore des inscriptions indiquant le nom des substances stockées et des instructions précises sur leur utilisation. Certaines recommandaient qu'un composé donné soit appliqué sur la tête, d'autres préconisaient son usage sur la peau ou lors du traitement des organes internes. Ces indications ont permis aux chercheurs de réaliser des analyses chimiques détaillées des résidus retrouvés. Les résultats, publiés dans la revue Nature en 2023, ont révélé une combinaison sophistiquée d'ingrédients utilisés par les embaumeurs. Parmi eux figuraient de la résine de pistachier, du bitume, de l'huile de cèdre, de l'huile de genévrier, de la cire d'abeille et de la graisse animale. Deux composants, cependant, ont particulièrement attiré l'attention, les résines connues sous le nom de damar et d'élémie. L'origine de ces substances a surpris les chercheurs. Le damar provient d'arbres originaires d'Asie du Sud-Est, tandis que l'élémie est produite par des espèces présentes dans des forêts tropicales situées à des milliers de kilomètres de la vallée du Nil. Ce constat indique que la momification égyptienne dépendait d'un vaste réseau commercial international. Les ingrédients parcouraient d'énormes distances, traversant continents et routes maritimes avant d'arriver dans les ateliers de Saqqara, où ils venaient s'intégrer à l'un des processus funéraires les plus sophistiqués de l'Antiquité. Autrement dit, bien avant la mondialisation moderne, la préservation des morts égyptiens dépendait déjà d'un commerce reliant différentes régions du monde connues. Numéro 3. Les crocodiles momifiés de Khoubet El Hawa. À proximité d'Assoua, à l'extrême sud de l'Égypte, se trouve la nécropole de Khoubet El Hawa, taillée dans les flancs d'une falaise. Pendant des siècles, ce site a servi de sépulture aux gouverneurs chargés d'administrer la frontière méridionale du royaume. C'est là qu'une mission composée de chercheurs espagnols et belges a découvert un ensemble assez inhabituel. Dans une cavité peu profonde près du bord de la falaise se trouvaient les restes de 10 crocodiles momifiés. 5 d'entre eux étaient pratiquement complets, tandis que les autres n'étaient représentés que par des crânes préservés. Certains de ces animaux dépassaient 3 mètres de longueur. L'étude, publiée en 2023 dans la revue PLOS ONE, a montré que l'aspect le plus intéressant n'était pas le nombre de spécimens trouvés, mais la manière dont ils avaient été préparés. Contrairement au schéma observé chez des milliers d'autres momies animales, ces crocodiles ne présentaient aucune trace de résine, ni aucun signe clair du processus traditionnel de retrait des organes internes. Tout indique que leurs corps ont simplement été déshydratés naturellement, probablement recouverts de sable, avant d'être enveloppés de bandelettes et déposés à leur emplacement définitif. Cette technique suggère l'existence d'une tradition plus ancienne et moins standardisée de momification animale, antérieure à la période où les temples se sont mis à produire d'énormes quantités de momies destinées à la vente comme offrandes religieuses. Les crocodiles de Khoubet El Hawa semblent représenter une phase initiale et artisanale du culte dédié au dieu Sobek. Plus surprenant encore, ils ont été trouvés dans une région où personne n'imaginait qu'existait un important centre de vénération lié aux crocodiles. Numéro 4. Les immenses catacombes d'animaux. Si une seule momie de crocodile impressionne déjà, la véritable ampleur de cette coutume religieuse est encore plus surprenante. Sous le sable de Saqqara se trouve un vaste système de galeries souterraines destinées exclusivement aux dépôts d'animaux momifiés. On y a accumulé des millions d'ibis, des centaines de milliers de chiens, ainsi que des chats, des faucons, des crocodiles, des musaraignes, des scarabées et d'innombrables autres espèces. En 2020, des archéologues égyptiens
ont annoncé une découverte particulièrement rare, des lionceaux momifiés, un phénomène auparavant connu uniquement par des sources écrites mais jamais confirmé archéologiquement. Ces découvertes démontrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'une pratique religieuse isolée. Toute une activité économique organisée gravitait autour de ce système. Des animaux étaient élevés spécifiquement pour être sacrifiés, momifiés et vendus aux pèlerins. Quiconque visitait un temple donné achetait l'une de ces momies en offrande, croyant que l'animal servirait d'intermédiaire entre lui-même et la divinité honorée. Après l'achat, les prêtres déposaient la momie dans les catacombes sacrées. Tout n'était cependant pas légitime. Des examens modernes par tomographie ont révélé que de nombreux paquets vendus ne contenaient que quelques os, des plumes, de la boue ou, dans certains cas, absolument rien. Malgré cela, les recherches montrent que cette activité a généré d'énormes ressources pendant des siècles, fonctionnant comme une véritable industrie liée au grand temple. La religion égyptienne, en particulier durant ces périodes les plus tardives, impliquait non seulement des rituels, mais aussi l'élevage d'animaux, la production à grande échelle, le commerce et une structure économique complexe. Numéro 5. Le papyrus de 16 mètres. Une fois de plus, Saqqara a surpris les archéologues. Lors de la fouille d'un puits funéraire, des chercheurs ont récupéré un immense rouleau de papyrus pratiquement complet, mesurant environ 16 mètres de long. Le manuscrit appartient à l'ensemble des textes funéraires que les Égyptiens eux-mêmes appelaient « formules pour sortir au jour », aujourd'hui connu sous le nom de « Livre des morts ». Malgré son nom moderne, cet ouvrage n'a jamais existé comme un texte unique. Il s'agissait d'un ensemble de formules magiques, de prières et d'instructions destinées à aider le défunt dans son voyage après la mort. Chaque personne choisissait les chapitres qu'elle souhaitait inclure dans sa propre version, faisant de chaque exemplaire un document personnalisé. C'est pourquoi ces papyrus étaient des objets coûteux, réalisés sur commande, adaptés aux besoins et aux croyances individuelles du propriétaire de la tombe. L'exemplaire découvert se trouvait à l'intérieur du sarcophage en excellent état de conservation. Après avoir été soigneusement restauré et traduit, il a été transféré au musée égyptien. Le document conserve non seulement les textes religieux, mais aussi le nom de son propriétaire et la sélection précise de chapitres qu'il jugeait indispensables pour affronter le jugement devant Osiris. Plus qu'un simple enrichissement de nos connaissances sur la religion de l'Égypte ancienne, ce papyrus offre quelque chose d'extrêmement rare. Le portrait des choix personnels d'un individu ayant vécu il y a des milliers d'années et ayant décidé, lui-même, quels enseignements il souhaitait emporter avec lui pour l'éternité. Numéro 6. L'adolescent couvert d'or. Au début du XXe siècle, plus précisément en 1916, des archéologues fouillèrent un cimetière près de la ville d'Edfou et découvrirent un cercueil contenant une momie. Après son extraction, l'objet fut transporté au musée égyptien du Caire où il resta entreposé pendant plus de 100 ans sans que personne ne défasse ses bandelettes. Ce n'est qu'en 2023 que cette ancienne sépulture a de nouveau attiré l'attention. Plutôt que d'ouvrir physiquement la momie, des chercheurs ont utilisé la tomographie assistée par ordinateur à haute résolution pour en examiner l'intérieur. Cette technique, connue sous le nom de désenveloppement numérique, permet d'observer chaque détail tout en préservant intégralement le corps. Les images ont révélé qu'il s'agissait d'un adolescent âgé de 14 à 15 ans, issu d'une famille de statut social élevé, mort il y a environ 2300 ans. Mais la véritable surprise se cachait sous les bandelettes de lin. Réparties sur le corps se trouvaient 49 amulettes, fabriquées en or et en pierres semi-précieuses, soigneusement disposées sur 3 niveaux différents. Sur la poitrine reposait un scarabée d'or destiné à protéger symboliquement le cœur. Dans la bouche avait été placée une langue dorée. Aux pieds, le jeune homme portait des sandales également en or. Rien de tout cela n'était décoratif. Chaque pièce occupait une position déterminée par d'anciennes croyances funéraires et avait une finalité précise. Les sandales devaient d'ores garantir
que le défunt puisse marcher dans l'au-delà. La langue lui permettrait de parler lors du jugement devant les dieux. D'autres amulettes offraient une protection spirituelle, de la force ou un renouveau. Au-delà de ces objets, la tomographie a montré un corps très bien préservé, des dents saines et aucune trace évidente de maladie pouvant expliquer sa mort. Il est simplement mort jeune et la cause reste inconnue. Grâce aux techniques modernes d'imagerie, il a été possible de connaître les détails de la préparation funéraire de cet adolescent sans retirer la moindre bandelette de son enveloppe originale. Numéro 7. Les mystérieuses langues d'or. Le cas de l'adolescent d'or ne resta pas isolé bien longtemps. Au fur et à mesure que de nouvelles fouilles étaient menées dans différentes régions d'Égypte, les archéologues ont commencé à réaliser que la présence de lamelles dorées placées dans la bouche des morts était bien plus fréquente qu'on ne l'imaginait. À Taposiris Magna, à l'ouest d'Alexandrie, plusieurs momies présentaient ce même élément funéraire. D'autres exemples sont apparus à Kesna, dans la région du delta du Nil. À Oxyrhynque, des missions archéologiques espagnoles ont également relevé des cas similaires. Plus récemment, en 2026, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte de 18 sépultures contenant 24 langues d'or, ainsi qu'un autel construit en forme de fausse porte. Les textes religieux égyptiens eux-mêmes offrent une explication à cette pratique. Après la mort, on croyait que chaque personne devait affronter un jugement devant les divinités. Au cours de ce processus, il fallait répondre à des questions, déclarer son innocence et réciter des formules sacrées. Un corps momifié, naturellement, ne pouvait pas parler. C'est pourquoi les prêtres plaçaient dans sa bouche une langue confectionnée en or, métal considéré comme incorruptible et associé à la chair même des dieux. Contrairement à d'autres matériaux, l'or ne rouille pas, ne noircit pas et ne se détériore pratiquement pas. Ainsi, cette petite pièce assumait la fonction symbolique de rendre au défunt sa capacité de parole. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. C'était une sorte de prothèse rituelle destinée à permettre à la voix du mort de continuer à exister dans l'au-delà. Numéro 8. L'immense tunnel de Taposiris Magna. Sur la côte méditerranéenne, à l'ouest d'Alexandrie, se trouvent les ruines de l'ancien temple de Taposiris Magna. Depuis plus de 15 ans, ce site archéologique est fouillé par l'archéologue dominicaine Kathleen Martinez, qui défend une hypothèse assez audacieuse, la possibilité que Cléopâtre, Seth et Marc-Antoine aient été inhumés dans ce complexe religieux. En 2022, son équipe a annoncé une découverte impressionnante. Les chercheurs ont localisé un tunnel creusé directement dans la roche, situé à environ 13 mètres sous la surface. La structure mesure plus d'1 kilomètre et 300 mètres de long, et une partie reste actuellement submergée par les eaux de la Méditerranée. Par les caractéristiques de sa construction, des spécialistes ont comparé ce corridor à un célèbre aqueduc de l'île grecque de Samos, révélant le haut niveau d'ingénierie employé dans sa réalisation. Il est important de distinguer les faits avérés des hypothèses. Le tunnel existe, il a été documenté et constitue une œuvre d'ingénierie remarquable. Au cours des fouilles, ont également été trouvées des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre, ainsi que plusieurs sculptures liées à la déesse Isis, indiquant que le temple entretenait un lien fort avec la période ptolémaïque. Cependant, la tombe de Cléopâtre n'a pas encore été retrouvée. La plupart des égyptologues considèrent qu'il est peu probable que ces restes se trouvent à cet endroit et pensent que le véritable mausolée royal se situait probablement à Alexandrie, dans une région aujourd'hui détruite ou submergée. Malgré cela, Taposiris Magna reste l'un des sites archéologiques les plus prometteurs de l'Égypte moderne. Le vaste réseau souterrain découvert sous le temple démontre qu'il existe encore des structures entières attendant d'être explorées. Tant qu'aucune réponse définitive n'apparaît, une seule certitude demeure. L'hypothèse reste ouverte et l'absence de conclusion fait partie intégrante du travail scientifique lui-même. Numéro 9. La cité perdue sous la Méditerranée. Pendant des siècles, d'anciens auteurs grecs ont mentionné une ville portuaire appelée Thonis Hérakléon. Selon ces récits, elle occupait une position stratégique à l'embouchure du Nil et servait de principale porte d'entrée pour les navires étrangers arrivant en Égypte.
Hérodote est même allé jusqu'à affirmer qu'Hélène de Troie serait passée par cet endroit. Le problème était simple, personne ne parvenait à la retrouver. Pendant longtemps, de nombreux chercheurs ont fini par considérer que cette ville n'avait peut-être jamais existé et que les textes anciens exagéraient son importance. Mais elle était bien réelle. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'elle restait cachée sous les eaux de la baie d'Aboukir, ensevelie par les sédiments et recouverte d'environ 6 mètres de profondeur. En l'an 2000, une équipe dirigée par l'archéologue sous-marin Franck Gaudiot a localisé le site archéologique, lançant une série de fouilles qui se poursuivent encore aujourd'hui. À mesure que les travaux avançaient, une ville entière a commencé à émerger. Sont apparues d'énormes colonnes appartenant à des temples, des statues monumentales, des dizaines d'ancres, plus de 70 bateaux coulés, des centaines de pièces de monnaie et de grandes stèles de pierre portant des décrets officiels. Un système complexe de canaux reliant la ville au bras principal du Nil a également été identifié. Parmi les découvertes les plus surprenantes figurent des paniers en fibres végétales qui conservaient encore des pépins de raisin et des fruits de palmier doum. Ces matériaux organiques ont survécu plus de 2000 ans parce qu'ils sont restés isolés de l'oxygène sous une épaisse couche de sédiments. Les preuves indiquent que Taunis, Héracléion, n'a pas disparu à la suite de guerres ou d'invasions. Le processus s'est déroulé lentement. La combinaison de tremblements de terre, de liquéfaction du sol, d'instabilité du terrain argileux et de la hausse progressive du niveau de la mer a fait qu'une partie de la région s'est enfoncée au fil des siècles. Plutôt que d'être détruite par un ennemi, la ville a fini par être vaincue par les forces mêmes de la nature. Numéro 10. La cité dorée perdue. Sur la rive ouest de Luxor, entre le temple funéraire de Ramsès III et le complexe d'Amenhotep III, des archéologues recherchaient des vestiges liés au règne de Toutankhamon. Ce qu'ils trouvèrent fut totalement inattendu. Sous le sable est apparue une ville presque entière. Officiellement annoncé en 2021, le site a reçu le nom antique de Tchehenaton, expression que l'on peut traduire par « l'éclat d'Aton ». Sa fondation remonte au règne d'Amenhotep III, à une époque où l'Égypte connaissait l'une des périodes de plus grande prospérité de son histoire, il y a environ 3400 ans. Les constructions préservées impressionnent par leur état de conservation. Des murs de briques de terre crues restent encore debout, atteignant à certains endroits près de 3 mètres de hauteur. Les rues suivent un tracé sinueux, formant des corridors étroits qui délimitent des quartiers entiers. Les fouilles ont révélé une grande boulangerie équipée de fours et de récipients capables de stocker d'énormes quantités de nourriture. Sont également apparues des zones administratives, des habitations protégées par des murs et des ateliers destinés à la fabrication d'amulettes, d'objets décoratifs et d'autres produits artisanaux. Des outils utilisés pour filer et tisser les tissus se trouvaient exactement là où ils avaient été abandonnés des milliers d'années auparavant. Cette découverte possède une valeur différente de celle offerte par les tombes. Les sépultures montrent comment les Égyptiens souhaitaient être commémorés après la mort. Une ville préservée permet d'observer comment ils vivaient réellement. Elle révèle où les gens préparaient leur nourriture, comment ils jetaient leurs déchets, de quelle manière ils organisaient le travail quotidien et comment l'espace occupé par les familles était réparti. Une grande partie des connaissances sur l'Égypte ancienne a été construite à partir de monuments funéraires. Tchehenaton offre une opportunité bien plus rare, étudier le quotidien des vivants. Numéro 11. La tombe de Pazer. En juillet 2026, des archéologues travaillant depuis 2018 dans la région de Cheikh Abd el-Gourna, située dans la nécropole thébaine, ont annoncé l'identification d'une tombe vieille d'environ 3000 ans. Son propriétaire était un haut fonctionnaire nommé Pazer. Son identité a été déterminée grâce aux inscriptions préservées sur les murs même de la sépulture, où apparaissent son nom et plusieurs titres liés à la période ramesside, entre le XIIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Cheikh Abd el-Gourna,
constitue l'une des zones archéologiques les plus étudiées d'Égypte. Les flancs de la colline dissimulent des centaines de tombes appartenant à des nobles, des prêtres, des administrateurs et des membres de l'élite de l'ancien État égyptien. Malgré cela, de nouvelles découvertes continuent d'être faites. Cela s'explique par le fait que nombre de ces sépultures ont été agrandies, réutilisées et superposées au fil des millénaires. De plus, au cours d'une partie du XXe siècle, diverses constructions modernes ont occupé la surface du site archéologique, dissimulant des structures anciennes encore inconnues. Des découvertes comme celle de Passer reçoivent généralement peu d'attention en dehors du milieu spécialisé. Pourtant, pour les égyptologues, elles revêtent une immense importance. Chaque nouveau personnage identifié apporte des informations précieuses sur le fonctionnement de l'administration égyptienne, permettant de reconstituer les rapports de pouvoir, les charges publiques, les liens familiaux et la manière dont l'élite dirigeante s'organisait et transmettait son influence entre différentes générations. À mesure que ces noms reviennent à la lumière, il devient possible de comprendre non seulement qui gouvernait l'Égypte, mais aussi comment la machine administrative du royaume fonctionnait réellement au quotidien. Numéro 12. Une ville byzantine préservée dans le désert. Lorsqu'on parle d'archéologie égyptienne, presque toute l'attention se concentre habituellement sur les pharaons. Pourtant, l'histoire de l'Égypte s'est poursuivie bien au-delà de cette période, traversant les dominations grecques, romaines, byzantines, puis arabes. Chacune de ces époques a également laissé des vestiges qui continuent d'être révélés. En juillet 2026, le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé une découverte importante dans l'oasis de Dakhla, située en plein désert occidental. Y a été identifiée une ville résidentielle de l'époque byzantine, préservée dans un état étonnamment bon. L'établissement remonte au IVe siècle, lorsque l'Égypte faisait partie de l'Empire byzantin. Plus que les constructions isolées, c'est l'urbanisme de la ville qui a retenu l'attention des archéologues. Les fouilles ont révélé des rues organisées selon des axes nord-sud et est-ouest, formant des îlots, des places et des espaces publics soigneusement répartis. Au point le plus élevé de la ville se dressait une basilique construite au milieu du IVe siècle, dominant visuellement l'ensemble du tissu urbain. Cette disposition ne semble pas être le fruit du hasard. Elle témoigne de l'existence d'une planification architecturale consciente, dans laquelle l'édifice religieux occupait la position centrale et la plus importante de la communauté. Il est impressionnant d'imaginer une ville organisée de cette manière au beau milieu de l'isolement absolu du désert, à des centaines de kilomètres de la vallée du Nil. Le désert occidental occupe une superficie gigantesque et reste l'une des régions les moins explorées du point de vue archéologique. C'est pourquoi personne ne sait combien d'autres agglomérations demeurent encore cachées sous ces sables. Numéro 13. Le médecin du pharaon. En janvier 2025, une mission franco-suisse travaillant à Saqqara depuis 2022 a annoncé la découverte du mastaba d'un homme nommé Teti Neb Fou. Les inscriptions préservées sur son sarcophage de pierre et sur la fausse porte peinte ont permis de reconstituer une bonne partie de sa carrière. Il était identifié comme médecin en chef du palais, dentiste en chef, superviseur des plantes médicinales et prêtre de la déesse Serket. Il exerçait également des fonctions liées à la magie rituelle. Serket était la divinité associée aux piqûres de scorpions et aux morsures de serpents venimeux. Être prêtre de ce culte signifiait, dans la pratique, posséder des connaissances spécialisées sur les empoisonnements et les traitements liés à ces accidents. Teti Neb Fou vécut sous le règne de Pépi II, membre de la 6e dynastie, il y a plus de 4000 ans. L'ensemble des titres préservés dans sa tombe révèle un aspect important de la médecine égyptienne. Pour cette société, il n'existait pas de séparation nette entre science et religion. Le même professionnel qui connaissait les plantes médicinales, soignait les maladies et réalisait des actes dentaires, récitait aussi des formules magiques
jugées indispensables à la réussite de la guérison. Cette intégration apparaît d'ailleurs dans les anciens papyrus médicaux égyptiens, où les recettes pharmacologiques côtoient naturellement les incantations religieuses, toutes deux traitées avec la même importance. Bien que la tombe ait été pillée dès l'Antiquité, ses murs sont restés pratiquement intacts. Les peintures conservent des couleurs vives et représentent des scènes liées au travail exercé par cet homme qui réunissait des connaissances médicales, botaniques et religieuses en une seule profession. Numéro 14. Le prince et les statues oubliées. En avril 2025, une mission dirigée par Zahi Hawass a annoncé, à Saqqara, la découverte de la tombe d'un prince nommé Wazer Ifré, fils du roi Ouserkaf, fondateur de la 5e dynastie. L'élément qui a le plus impressionné les archéologues fut la monumentale fausse porte installée à l'intérieur de la sépulture. Sculptée en granit rose, elle mesure environ 4,5 mètres de hauteur et un peu plus d'1 mètre de large, ce qui en fait l'une des plus grandes jamais retrouvées de ce type. Toute la surface est couverte de hiéroglyphes qui répertorient les nombreuses fonctions occupées par le prince. Parmi elles figurent des titres tels que prince héritier, scribe royal, vizir, juge, prêtre chantre et gouverneur des villes de Bouto et de Nekeb. La matière première utilisée démontre à elle seule l'importance de son propriétaire. Le granit rose employé dans la construction n'existe pas à Saqqara. Il devait être extrait à Assouan, à plus de 800 km au sud, puis transporté par le Nil jusqu'au chantier. Les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. À l'intérieur de la tombe furent retrouvées 13 statues, également sculptées en granit rose, installées sur des sièges à haut dossier. Certaines représentaient des femmes appartenant à la famille du prince. Outre celle-ci, apparut un autre ensemble sculptural, plus intrigant encore. Il représente le roi Djoser, son épouse et leurs 10 filles. Les analyses préliminaires suggèrent que ces sculptures n'appartenaient pas à l'origine à cette tombe. Tout indique qu'elles faisaient partie d'une structure située à proximité de la pyramide à degrés et qu'elles furent transférées à cet endroit de nombreux siècles plus tard, durant la basse époque. Pour quelle raison quelqu'un a-t-il décidé de déplacer un ensemble complet de statues royales environ 2000 ans après la mort de Djoser? À ce jour, personne ne connaît la réponse. Numéro 15. La reine et le vin de 5000 ans. Dans l'antique cité d'Abydos, où se trouve l'un des plus anciens cimetières royaux d'Égypte, des archéologues allemands et autrichiens fouillent depuis des années la tombe d'une femme nommée Merit Knight. Elle vécut vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, sous la première dynastie. Son complexe funéraire présente des dimensions comparables à celles des premiers rois égyptiens et est entouré de dizaines de sépultures subsidiaires appartenant à des personnes ayant probablement servi la cour. Les inscriptions retrouvées sur place indiquent que Meritneth exerçait une autorité sur d'importants secteurs administratifs de l'État, y compris le trésor royal. En 2023, les fouilles ont révélé une découverte extraordinaire. À l'intérieur de la tombe furent trouvées de nombreuses jarres de vin encore scellées, exactement telles qu'elles avaient été déposées il y a 5000 ans. Certaines conservaient des résidus du liquide d'origine et même des pépins de raisin. Ces récipients figurent parmi les plus anciens exemplaires de conservation de vin jamais récupérés dans un contexte archéologique intact. Cependant, l'aspect le plus important de cette découverte n'est peut-être pas la boisson elle-même. La tombe elle-même soulève une question historique bien plus vaste. La richesse de la sépulture, son architecture monumentale et les indices administratifs suggèrent que Meritnite aurait pu effectivement exercer le gouvernement de l'Égypte. Si cette interprétation continue d'être confirmée, elle précéderait d'environ 1500 ans des dirigeantes bien plus connues, comme Hatshepsut, et de près de 3 millénaires Cléopâtre. Malgré cette possibilité extraordinaire, son nom reste pratiquement inconnu du grand public. Même après 5000 ans, Meritnate demeure l'une des figures les plus énigmatiques de la formation de l'État égyptien. Numéro 16. La plus grande brasserie de l'Antiquité.
À Abydos, non loin de l'ancienne nécropole royale, une mission composée d'archéologues égyptiens et américains étudiait une zone où elle s'attendait à trouver d'autres structures funéraires. Or, ce qui a émergé sous le sable ne ressemblait ni à une tombe, ni à un temple, ni à une construction résidentielle. Les chercheurs ont trouvé une série de longues structures parallèles composées de dizaines de récipients en céramique encastrés dans le sol. Chacun était soutenu par des supports en argile durcie et présentait des traces de charbon à sa base. À l'intérieur des cuves subsistaient les résidus d'un mélange préparé avec de l'eau et des céréales. Après analyse, la conclusion s'est imposée. Il s'agissait d'une gigantesque brasserie. À ce jour, 8 unités de production ont été identifiées, chacune équipée d'environ 40 récipients destinés à la préparation de la boisson. Réunies, ces installations avaient une capacité de production de plus de 20 000 litres en un seul cycle de fabrication. La structure fut datée du début de la période dynastique, sous le règne de Narmer, souverain responsable de l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte, il y a environ 5000 ans. La bière occupait une place centrale dans l'alimentation égyptienne aux côtés du pain. Pourtant, aucune communauté ordinaire n'aurait consommé une quantité aussi élevée. Les indices archéologiques pointent vers une autre finalité. De grandes concentrations de vases vides, retrouvés dans la nécropole, suggèrent qu'une bonne partie de la boisson était utilisée lors de cérémonies religieuses, versée en offrande au cours de rituels liés au premier roi. Plus qu'une simple révélation sur les habitudes alimentaires, cette découverte démontre l'impressionnante capacité organisationnelle de l'État égyptien. 6 siècles avant la construction des pyramides de Gizeh, le royaume maîtrisait déjà la production à grande échelle, coordonnait des centaines de travailleurs et maintenait une logistique efficace pour soutenir des opérations complexes sur de longues périodes. L'ingénierie monumentale viendrait plus tard. L'organisation administrative, elle, existait déjà. Numéro 17. Le plus ancien port connu est le journal de Mérer. Sur la côte de la mer Rouge, à environ 160 km à l'est de Gizeh, se trouve un site archéologique appelé Wadi al-Jarf. Fouillé par une mission française dirigée par l'égyptologue Pierre Tallet, ce site a révélé une infrastructure impressionnante. Les chercheurs ont identifié 31 galeries artificielles creusées dans la roche, utilisées comme entrepôts, ainsi qu'un grand quai de pierre construit pour accueillir des embarcations. Les preuves indiquent que cet ensemble était en activité sous le règne de Khéops, responsable de la construction de la Grande Pyramide. Aujourd'hui, il est considéré comme le plus ancien port artificiel jamais connu au monde. À l'intérieur des galeries sont apparues des pièces démontées de bateaux, des cordages, des ancres et des centaines de grands récipients destinés au stockage de l'eau. Cependant, le plus grand trésor trouvé sur place n'était fait ni de bois ni de pierre. Furent découverts d'anciens papyrus, considérés comme les plus anciens documents écrits jamais récupérés à ce jour. Parmi eux se distingue le journal d'un fonctionnaire nommé Mérer. Il commandait un groupe d'environ 40 travailleurs et consignait soigneusement ses activités quotidiennes. Dans ses notes apparaissent des voyages sur le Nil, le transport de blocs de calcaire blanc extraits à Toura, des chargements destinés au chantier de Gizeh et la fréquence à laquelle ces voyages étaient effectués. Ces documents possèdent une valeur historique extraordinaire. Pour la première fois, il est devenu possible de suivre, à travers les mots de quelqu'un ayant directement participé à la construction de la Grande Pyramide, le fonctionnement d'une partie de la logistique responsable du monument. Il ne s'agit pas de récits écrits des siècles plus tard, ni d'interprétations fondées sur des légendes. C'est le journal quotidien d'un superviseur, décrivant tâches, déplacements, délais et chargements, alors que la pyramide elle-même était encore en construction. Numéro 18. La pyramide qui pourrait représenter le début d'une nouvelle architecture. Dans la région du Fayoum s'élève une petite structure connue sous le nom de pyramide de Seyla. Elle reçoit rarement des visiteurs. Elle ne possède aucune chambre funéraire identifiée, n'abrite aucune sépulture connue et, pendant longtemps,
fut considérée comme une simple construction secondaire. Malgré cela, une équipe américaine a consacré plus de 10 ans à l'étude de ce monument. L'objectif était de répondre à une question fondamentale. Quelle était sa forme originelle? Cette question peut paraître simple, mais elle touche à l'une des plus grandes transformations de l'architecture égyptienne. Les premières pyramides, comme celle de Djoser, étaient composées de degrés superposés. Par la suite, apparurent les pyramides dites véritables, aux faces lisses inclinées autour de 52 degrés et recouvertes de calcaire blanc poli, qui reflétait intensément la lumière du soleil. Ce changement représentait non seulement une innovation technique, mais aussi une transformation religieuse liée au culte solaire. En utilisant des fouilles, un relevé des fondations d'origine et un scan laser de haute précision, les chercheurs ont reconstitué numériquement la géométrie de la structure. Le résultat indique que la pyramide de Seyla comptait 4 niveaux, une hauteur proche de 25 mètres et une inclinaison très semblable à celle adoptée dans les grandes pyramides ultérieures. La construction est attribuée au pharaon Snéfrou, père de Khéops. Le débat reste néanmoins ouvert. D'autres monuments érigés par ce même roi, comme Meidoum et les pyramides de Dachour, se disputent également le titre de première véritable pyramide. Seyla ne représente peut-être qu'une étape supplémentaire de ce processus d'expérimentation architecturale. Mais c'est justement pour cette raison qu'elle aide à comprendre comment les techniques ont évolué jusqu'à aboutir à la construction de la grande pyramide de Gizeh. Numéro 19. Le sphinx abandonné dans la carrière. Entre Assouan et Luxor se trouve l'ancienne carrière de grès de Gebel el-Silsiler. C'est de là que provenait une bonne partie de la pierre utilisée dans la construction de temples monumentaux comme Karnak et Luxor. Depuis des années, une mission archéologique suédoise étudie cet important centre d'extraction. Au cours de l'une des fouilles, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Encore attaché au bloc de pierre d'origine, se trouvait un sphinx à tête de bélier, inachevé et jamais transporté jusqu'à sa destination. Ce type de sculpture avait pour vocation de décorer l'avenue cérémonielle reliant les temples de Karnak et de Luxor. Tout indique que cette pièce devait être envoyée vers cet ensemble monumental. Cela ne s'est jamais produit. La sculpture était déjà suffisamment travaillée pour être reconnaissable, et le bloc présentait des entailles inférieures destinées à l'installation d'un traîneau permettant son transport. Autrement dit, il ne manquait que très peu pour qu'elle quitte la carrière. À proximité sont également apparues des inscriptions et des dessins réalisés par les ouvriers eux-mêmes. Parmi eux se distingue une représentation de la déesse Taouret, protectrice associée à la fertilité, ainsi que des références à une certaine année de règne, que les archéologues associent à la fin du règne d'Amenhotep III. Si cette interprétation est correcte, et elle reste une simple hypothèse défendue par l'équipe, il existe une explication historique à l'abandon de l'ouvrage. Son successeur, Amenhotep IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton, mena une profonde réforme religieuse, remplaçant le culte traditionnel des multiples divinités par l'adoration quasi exclusive du disque solaire Aton. Avec ce changement, les sculptures liées aux anciennes divinités perdirent leur fonction. Les ateliers interrompirent leur travail. Les outils restèrent là où ils avaient été laissés. Et ce sphinx continua d'attendre un transport qui n'arriverait jamais. Numéro 20. Les traces d'une opération chirurgicale sur un crâne vieux de 4000 ans. En 2024, une étude publiée dans la revue Frontiers in Medicine a de nouveau analysé 2 crânes humains conservés dans une collection universitaire au Royaume-Uni. L'un d'eux, identifié seulement par le numéro de catalogue 236, appartenait à un homme ayant vécu entre environ 2687 et 2345 avant Jésus-Christ, à l'époque des premières grandes pyramides. L'examen a révélé quelque chose d'extraordinaire. Le crâne présentait une importante lésion compatible avec une tumeur agressive ainsi qu'une trentaine de petites marques disséminées sur l'os, caractéristiques de métastases. Cependant, le détail qui a le plus retenu l'attention n'est apparu que lorsque les chercheurs ont observé la surface osseuse
à l'aide d'équipements à fort grossissement. Autour de certaines de ces lésions se trouvaient de petites incisions réalisées à l'aide d'un instrument extrêmement tranchant. Les marques étaient précises, aux bords nets, indiquant une action délibérée. L'hypothèse formulée par les scientifiques est fascinante. Quelqu'un, il y a plus de 4000 ans, a examiné cette tumeur à l'aide d'une lame. Il n'est pas possible de déterminer si cela s'est produit alors que le patient était encore vivant, dans une tentative de traitement, ou peu après sa mort, lors d'un examen du corps. Les auteurs eux-mêmes précisent clairement que les deux possibilités restent ouvertes. Quelle que soit la réponse, cette découverte change notre façon de percevoir la médecine égyptienne. Elle suggère que les médecins de l'époque reconnaissaient certaines maladies comme des problèmes physiques pouvant être observés directement, et non pas seulement comme des manifestations surnaturelles. Cette conclusion s'accorde avec d'anciens papyrus médicaux égyptiens, qui décrivent des tumeurs, notamment mammaires, et notent de manière étonnamment objective l'absence de traitement connu. Malgré ces limites, tout indique qu'ils continuaient à essayer de comprendre la maladie. Numéro 21. Le possible sarcophage perdu de Ramsès. Deux peu de pharaons ont laissé une empreinte aussi profonde que Ramsès II. Son long règne, qui dura environ 66 ans, transforma l'Égypte à travers de grandes constructions, des temples monumentaux et de colossales sculptures disséminées sur tout le territoire. Sa momie fut découverte dès le XIXe siècle. Il n'en fut pas de même pour son sarcophage extérieur en granit. Cette situation a commencé à changer en 2025. Cette année-là, un égyptologue français a réexaminé un ancien fragment de granit trouvé à Abydos des décennies plus tôt. La pièce faisait déjà partie des collections archéologiques, mais une lecture plus attentive des inscriptions révéla quelque chose d'inattendu. Sous une inscription gravée postérieurement, apparaissaient des traces du cartouche de Ramsès II. Cela indiquait que le bloc avait appartenu à l'origine au grand pharaon avant d'être réutilisé par un autre propriétaire. À un moment de l'histoire, un grand prêtre effaça une partie de l'inscription d'origine et grava son propre nom sur la surface. Cette découverte offre deux conclusions tout aussi importantes. Premièrement, ce fragment pourrait représenter une partie du sarcophage extérieur disparu de Ramsès II. Deuxièmement, elle montre que même les monuments funéraires des plus grands rois d'Égypte étaient réutilisés par les générations suivantes. Les pierres nobles comme le granit avaient une valeur considérable. Des siècles après la mort du pharaon, quelqu'un a vu dans ce sarcophage non pas un objet sacré, mais une excellente matière première, prête à être réutilisée. Ce type de réemploi n'était pas rare. Tout au long de l'histoire égyptienne, des tombes ont été rouvertes, des statues ont reçu de nouvelles inscriptions et des blocs de pierre ont changé de fonction à d'innombrables reprises. Dans les faits, l'éternité promise par les monuments dépendait beaucoup des besoins des générations futures. Numéro 22. Le génome complet de l'homme de Nouérat. En 1902, des archéologues britanniques fouillèrent une simple tombe taillée dans une falaise calcaire de la région de Nouérat, à environ 260 km au sud du Caire. À l'intérieur, ils trouvèrent un squelette déposé dans un grand vase en céramique, le corps replié et les genoux ramenés près de la poitrine. Les restes furent envoyés en Angleterre, où ils demeurèrent conservés pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 2025 que des chercheurs de l'Institut Francis Crick et de l'Université Liverpool, John Moores, parvinrent à extraire et à séquencer intégralement son ADN. Le résultat fut publié dans la revue Nature. À ce jour, il s'agit du génome le plus complet jamais obtenu d'un Égyptien de l'Antiquité, ainsi que du plus ancien récupéré avec un tel niveau de qualité. La datation au radiocarbone a montré que cet homme vécut entre environ 2855 et 2570 avant Jésus-Christ, précisément à l'époque où les premières grandes pyramides commençaient à être construites. L'analyse génétique a révélé qu'environ 80% de son ascendance était liée à des populations d'Afrique du Nord. Les 20% restants
présentait une forte parenté avec des groupes d'Asie occidentale, notamment de la région de l'ancienne Mésopotamie. Ces résultats fournissent une preuve génétique directe des contacts entre l'Égypte et le croissant fertile durant cette période, un phénomène auparavant connu principalement à travers des objets commerciaux et des vestiges archéologiques. Les chercheurs eux-mêmes formulent une réserve importante. Cette étude ne porte que sur un seul individu. Il n'est pas possible d'utiliser un unique génome pour représenter l'ensemble de la population égyptienne de l'époque. Un autre aspect intéressant est ressorti de l'analyse des os eux-mêmes. L'usure observée au niveau de la colonne vertébrale, des hanches et des bras indique que cet homme a passé de nombreuses années à travailler assis, penché vers l'avant, en répétant des mouvements avec les membres supérieurs. Ce schéma est compatible avec les activités exercées par les potiers. Contrairement au grand pharaon, il s'agissait probablement d'un simple travailleur ordinaire, et c'est justement cette simplicité qui a permis de préserver son ADN. N'ayant pas subi le processus complexe de la momification, son matériel génétique a survécu dans de meilleures conditions que celui de nombreux rois. Parfois, l'histoire préserve mieux la vie des gens ordinaires que celle de leurs dirigeants. Numéro 23. L'ancien bras du Nil disparu. Il existe une question qui passe souvent inaperçue lorsque l'on observe les pyramides d'Égypte. Pourquoi tant de ces monuments ont-ils été construits exactement selon cet alignement, aujourd'hui éloigné du cours principal du Nil? Transporter des millions de blocs de pierre à travers le désert semblerait pratiquement impossible. En mai 2024, une étude publiée dans la revue Communication Earth et Environment a présenté une réponse possible. Des chercheurs ont identifié un ancien bras du Nil, aujourd'hui disparu, baptisé branche Aramat, un mot arabe associé aux pyramides. Pour localiser cet ancien canal, l'équipe a utilisé des images radar obtenues par satellite, des relevés géophysiques du terrain et des forages profonds réalisés en différents points de la région. Les résultats indiquent l'existence d'un cours d'eau d'environ 64 km de long, d'une largeur atteignant par endroits 500 mètres et d'une profondeur d'environ 25 mètres. Autrement dit, une rivière comparable au Nil moderne lui-même. Cet ancien bras passait exactement à côté de la bande où se concentrent plus de 30 pyramides. De plus, plusieurs temples de la vallée se terminent précisément sur la rive où ce canal aurait existé, suggérant que des embarcations accostaient directement à ces complexes durant leur période d'utilisation. Selon les auteurs, la rivière se serait asséchée lentement au fil des siècles, progressivement ensevelie par l'avancée des sables après des changements climatiques et de longues périodes de sécheresse. Cette interprétation n'est cependant pas acceptée par tous. Des égyptologues comme Zahi Hawass et Mark Lehner ont publié des critiques à l'égard de cette étude, arguant que la position des pyramides possédait déjà des explications historiques bien établies et rappelant que les ports associés aux temples de la vallée étaient connus bien avant cette recherche. Le débat se poursuit. Il existe néanmoins un point sur lequel presque tout le monde s'accorde. Quelle que soit la forme exacte de l'ancien paysage, les pyramides ont été érigées à proximité de l'eau. Sans une infrastructure fluviale efficace, transporter des millions de tonnes de pierres aurait été une tâche pratiquement impossible. Numéro 24. La tombe restée disparue pendant des millénaires. En 2022, une mission archéologique composée de chercheurs égyptiens et britanniques identifia l'entrée d'une tombe située dans les montagnes à l'ouest de la vallée des Rois, à environ 2,5 km des sépultures royales connues. Par la position de la structure et ses caractéristiques initiales, on pensait que le monument appartenait à une importante reine de la XVIIIe dynastie. Pendant près de 3 ans, ce fut l'hypothèse principale de l'équipe. Les premiers indices qu'autre chose se cachait là apparurent avec la découverte d'un dépôt rituel de fondation contenant les restes d'un veau sacrifié, une pratique normalement réservée aux constructions liées à la royauté de plus haut rang. Au fur et à mesure que la fouille progressait, apparurent des couloirs fortement endommagés par d'anciennes inondations. Malgré cela, une partie de la décoration originale demeurait préservée. Le plafond conservait le fond bleu traditionnel constellé d'étoiles jaunes, tandis que certains murs présentaient des passages de l'amdouat,
ce texte funéraire décrivant le voyage nocturne du soleil à travers le monde des morts, habituellement réservé presque exclusivement aux pharaons. La confirmation vint lorsque des fragments de vases d'albâtre commencèrent à apparaître. Y étaient gravés les noms du pharaon Thoutmôsis II et de sa principale épouse royale, Hatshepsut. En février 2025, la découverte fut officiellement annoncée. Pour la première fois depuis la localisation de la tombe de Toutankhamon, en 1922, des archéologues avaient identifié le lieu de sépulture original d'un autre roi égyptien. Plus d'un siècle séparait ces deux événements. Il existait cependant une différence importante. La tombe était vide. Il n'y avait ni trésor, ni objet funéraire, ni la momie du pharaon. Tout indique que le monument fut inondé peu de temps après l'inhumation. Par la suite, les Égyptiens eux-mêmes semblent avoir transféré le corps et les objets funéraires vers un autre lieu plus sûr. La momie de Thoutmôsis II était déjà connue depuis 1881, date à laquelle elle avait été retrouvée dans une cachette royale à Deir el-Bahari. Malgré cela, sa tombe d'origine demeurait inconnue. Cette découverte n'apporta ni or ni richesse spectaculaire. Elle apporta quelque chose de bien plus important pour l'archéologie. Elle vint enfin combler l'une des dernières grandes lacunes concernant les rois de la XVIIIe dynastie. Numéro 25. Le couloir caché et la grande cavité de la pyramide de Gizeh. Nous revenons maintenant au point où notre histoire a commencé. Peu de monuments ont été aussi étudiés que la grande pyramide de Gizeh. Au fil des siècles, elle a été mesurée, explorée, percée, scannée et examinée d'innombrables manières. Pendant longtemps, on a cru que ces espaces intérieurs étaient déjà entièrement connus. Cette certitude a fini par vaciller en 2015. Cette année-là débuta un projet international qui se mit à utiliser une technologie appelée muographie. Cette méthode emploie les muons, des particules produites lorsque les rayons cosmiques atteignent l'atmosphère terrestre. Ces particules parviennent à traverser d'énormes masses de pierre. En mesurant la quantité de muons parvenant au détecteur installé à l'intérieur et autour de la pyramide, il devient possible d'identifier des régions vides cachées à l'intérieur de la construction, fonctionnant comme une sorte de radiographie naturelle, sans causer le moindre dommage au monument. En 2017, les premiers résultats furent publiés dans la revue Nature. Les mesures révélèrent une immense cavité située au-dessus de la grande galerie, mesurant environ 30 mètres de long. Cette donnée gagna une immense crédibilité, car 3 équipes indépendantes, utilisant des équipements différents, parvinrent exactement à la même conclusion. Des années plus tard, en mars 2023, ce même projet confirma une autre découverte. Derrière la façade nord de la pyramide, juste au-dessus de l'entrée d'origine, se trouve un couloir mesurant environ 9 mètres de long et un peu plus de 2 mètres de large. Son plafond fut construit avec des blocs inclinés en forme de chevron, une technique utilisée pour répartir le poids de la structure sur les parois latérales. Cette fois, il fut possible d'en observer l'intérieur. Un petit endoscope, introduit par une ouverture naturelle entre 2 blocs de pierre, enregistra les premières images de cet espace. Le couloir était entièrement vide. Il se termine devant un mur de pierre apparemment massif. C'est justement ce détail qui suscite tant de questions. Les structures destinées à l'allègement des charges protègent normalement une partie importante de la construction. Quelques mètres sous ce couloir se trouve une région de la pyramide qui n'a jamais été explorée directement. De plus, le véritable lieu de sépulture de Khéops continue de faire débat parmi les spécialistes, puisqu'aucun corps attribué au pharaon n'a été retrouvé dans le monument. Pendant ce temps, la grande cavité découverte au-dessus de la grande galerie demeure totalement inaccessible. Les autorités égyptiennes ont déjà annoncé leur intérêt à l'étudier à l'aide de méthodes ne provoquant aucun dommage à la structure, et plusieurs projets techniques continuent d'être développés dans ce but. Le problème, c'est que personne ne sait ce qui existe réellement dans cet espace. Peut-être s'agit-il d'une chambre inconnue. Peut-être ne représente-t-elle qu'un dispositif d'ingénierie créé pour réduire le poids exercé sur la galerie principale. Ou peut-être n'est-ce tout simplement qu'un vide laissé pendant la construction.
les 3 interprétations continuent d'être défendues par des spécialistes, et aucune d'elles n'a été définitivement prouvée. Après environ 4500 ans, le monument le plus célèbre d'Égypte garde encore un secret que personne n'a réussi à percer. Voilà 25 découvertes qui ont transformé notre compréhension de l'Égypte ancienne. L'aspect le plus intéressant est de constater que beaucoup d'entre elles ne sont pas nées du fait que quelqu'un ait trouvé une tombe inédite cachée sous le sable. Dans de nombreux cas, la connaissance est apparue grâce à la réétude de matériaux déjà conservés depuis des décennies dans des musées et des collections archéologiques. Ce que l'on appelle l'adolescent d'or est resté entreposé plus de 100 ans avant qu'une tomographie assistée par ordinateur ne permette d'en observer l'intérieur. L'homme de Nouairat fut exhumé en 1902, mais ce n'est qu'en 2025 que son ADN put être séquencé. Quant au possible sarcophage de Ramsès II, il a toujours été catalogué. Il ne manquait qu'une nouvelle lecture des inscriptions pour révéler sa véritable origine. Cela montre à quel point l'archéologie égyptienne a profondément changé. Aujourd'hui, elle ne dépend plus uniquement de la fouille traditionnelle. La chimie, la génétique, la tomographie, la physique des particules, la télédétection par satellite et le scan laser en sont venus à jouer un rôle aussi important que la pelle et le pinceau. Les questions restent pratiquement les mêmes. Les méthodes pour y répondre, en revanche, sont devenues bien plus sophistiquées. En novembre 2025, l'Égypte a inauguré pleinement le Grand Musée égyptien, situé à côté du plateau de Gizeh. Le complexe rassemble des dizaines de milliers de pièces et présente désormais, pour la première fois dans un seul et même espace, l'intégralité de la collection retirée par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon, composée de plus de 5000 objets. Cet ensemble révèle également une curieuse proportion. Une grande partie de ce que nous connaissons sur l'Égypte provient d'une seule tombe relativement modeste, appartenant à un jeune roi qui régna peu de temps et dont la sépulture est restée cachée par hasard. Pendant ce temps, nous ignorons toujours l'emplacement d'origine des sépultures de figures bien plus importantes. Nous ne savons pas où se trouvent là les tombes de Khéops, de Cléopâtre, d'Alexandre le Grand, de Néfertiti ou de Ramsès VIII. Plusieurs archéologues travaillant dans le pays estiment qu'une grande partie du patrimoine archéologique égyptien demeure encore enfoui, en particulier dans les vastes étendues du désert occidental qui restent peu explorées. Parmi les professionnels qui passent des saisons de fouilles en Égypte, une phrase revient souvent. Elle dit que presque toute campagne archéologique finit par trouver quelque chose précisément le dernier jour de travail. C'est peut-être ce qui explique pourquoi l'Égypte continue de susciter une telle fascination. Son histoire est encore loin d'être entièrement connue. C'est comme un immense livre dont l'humanité n'a réussi à lire que quelques pages, tandis que d'innombrables chapitres restent cachés sous le sable, attendant la prochaine découverte.